Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude, bonne année. Bonne année à vous aussi Anne. Et pour votre première chronique de cette année 2026, vous avez voulu nous parler du pouvoir d'achat. Mais oui Aude, j'étais frappée parce qu'on a eu quand même des vœux présidentiels assez courts pour ce millésime. Mais évidemment, même des vœux de moins de 10 minutes n'ont pas pu éluder la question du pouvoir d'achat. Et on ne peut pas vraiment en vouloir à Emmanuel Macron. Je pense que nous-mêmes, on aurait sans doute été très courroucés s'il n'avait pas parlé de pouvoir d'achat. Car selon la dernière enquête pour le Figaro de Odoxa Blackbone, les Français placent vraiment tout en haut de leurs priorités pour cette année l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc c'est une attente qui est juste devant le reflux de l'insécurité et de la délinquance. Et ce qui est étonnant, c'est que le président, on a bien compris qu'il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre, s'est contenté de faire preuve d'empathie pour toutes les colères autour du pouvoir d'achat et de laisser entendre que le vote d'un budget pour 2026, vous savez, nous n'avons toujours pas de budget, allégerait toutes ces difficultés. Tout dépendra bien sûr des mesures qui seront inscrites dans le texte qui finira par être adopté par le Parlement. Il y a beaucoup de tractations en ce moment, le Premier ministre reçoit les différents partis. Seule certitude, c'est que dans le texte initial du gouvernement, il n'y avait pas de coup de pouce pour le pouvoir d'achat. Mais Anne, ce n'est quand même pas le budget qui fixe le pouvoir d'achat. Vous avez tout à fait raison. Dans une économie libérale, le pouvoir d'achat est plutôt fixé par les rémunérations des actifs et puis pour les retraités, qui en général sont dans des systèmes de capitalisation, par les marchés boursiers. Autrement dit, le pouvoir d'achat est fonction de la croissance des entreprises, de la croissance économique, de l'économie. Mais dans un pays comme la France, il faut bien reconnaître que le budget a beaucoup d'importance, que les décisions administratives pèsent énormément. Parce que vous savez que chez nous, c'est quand même très spécifique. Plus d'un Français sur deux voit son train de vie fixé par l'État. Et celui qui l'a le mieux démontré, c'est Nicolas Dufourcq dans son dernier livre, je vous le cite. 18 millions de retraités, 4 millions d'allocataires des minima sociaux, 2,6 millions d'allocataires du chômage. En retraitant ces chiffres des retraités et des bénéficiaires de minima qui exercent un emploi, on obtient un total de près de 24 millions sur une population adulte de 57 millions, donc 42% des personnes, des adultes. En leur ajoutant le nombre d'agents de la fonction publique, près de 6 millions, nous arrivons à 52% de la population adulte française éloignée du monde de l'économie de marché. C'est effectivement énorme, Anne. Et quelles sont les conséquences d'un tel déséquilibre ? Aude, en effet, les Français ont raison d'attendre le budget avec tant d'inquiétude. Plus de la moitié des Français voient son pouvoir d'achat fixé par décision de l'État. Et puis, au-delà de cette conséquence immédiate, on voit bien que ce déséquilibre éclaire vraiment l'état d'esprit français. Il y a une profonde méconnaissance de l'entreprise, l'obsession de la fiscalité, une forme de crise du sens du travail, puis la réduction de la politique aux manœuvres d'appareil, une division inédite des Français. Lorsque le gâteau, qui est déjà farci de dettes, on le sait bien, la dette française est extrêmement élevée, ne peut plus croître, les politiques ne se distinguent que par leur manière dont ils envisagent de le partager. S'ils ne peuvent plus promettre plus de croissance, donc le pouvoir d'achat, il s'agit juste de fiscaliser, augmenter les subventions d'un côté, contre les impôts de l'autre. Et la prospérité des uns dans un tel environnement ne s'explique que par la pauvreté des autres. Ça m'a fait penser, vous savez, à la grande critique de l'Ancien Régime, donc qui a été cloué au pilori de l'histoire pour avoir divisé les Français en classes. C'était complètement institutionnalisé sous l'Ancien Régime. Et je vais vous citer Turgot, donc évidemment un des personnages principaux de cette époque, qui disait « La nation est une société composée de différents ordres, mal unis, et d'un peuple dont les membres n'ont entre eux que très peu de liens, et où, par conséquent, personne n'est occupé que de son intérêt particulier, nulle part il n'y a d'intérêt commun visible, les villages, les villes n'ont pas plus de rapports mutuels que les arrondissements auxquels ils sont attribués. Ils ne peuvent même s'entendre entre eux pour mener les travaux publics qui leur sont nécessaires. » Donc là, c'est une description de Turgot qu'il y a 250 ans, mais qui me fait penser beaucoup, évidemment, à la France contemporaine, et je pense que le ministre en aurait été fort mari. On voit bien que la démocratie, elle n'apporte pas de manière automatique la réunion qui était promise. Et évidemment, le sujet dépasse largement la France et dans tout l'Occident. Et pour ça, c'est la démocratie. Pour fonctionner, elle exige une forme de discipline, une volonté d'autonomie de la société civile, une part de confiance en soi, que l'éducation et un capitalisme bien régulé devaient apporter, mais aussi un exercice de la politique sans démagogie. Je crois que la politique n'a pas à répondre de la qualité des repas de Noël ou du nombre de cadeaux sous le sapin. Et ça, c'est un message que les Français ont bien du mal à entendre en ce 21e siècle. Merci beaucoup, Anne. Merci, Aude. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur le site du Figaro, Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.